One, two, one, two. Parlons vrai avec BNP Paribas. Je pars bientôt à la retraite et je me suis encore coincé le dos. Je fais comment pour payer l'ostéopathe? Eh bien, je vous conseille la complémentaire santé BNP Paribas qui peut prendre en charge les médecines douces. Et si vous souscrivez lors de votre départ à la retraite, vous bénéficiez de 25% de réduction la première année. 25%? Pas mal. Moi qui pensais dos au mur, ça va mieux. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. BNP Paribas Protection Santé assurée par Cardiff Assurance Vie, entreprise régie par le Code des assurances. Voir conditions en agence. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Royal Affair, c'est le titre d'un film danois qui sortira en France mercredi prochain et qui raconte l'histoire extraordinaire d'un médecin d'origine allemande qui, à la fin du XVIIIe siècle, va faire entrer le Danemark dans la modernité. Franck Ferrand, disons-le d'entrée de jeu, a aimé ce film. Bonjour Franck. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Oui, beaucoup. Vous savez, il n'est pas si fréquent qu'un film historique fasse dans la nuance, dans la précision. Eh bien, c'est le cas de Royal Affair qui, non seulement multiplie les décors somptueux et les costumes de rêve, mais nous raconte avec beaucoup de justesse cette parenthèse extraordinaire de l'histoire danoise et, au-delà, disons-le, de l'histoire européenne. Et pour nous parler de ce film et de son contexte, vous n'avez pas hésité à faire le voyage jusqu'à Copenhague. Vous vous rendez compte de ça, Caroline? J'y suis allé en compagnie de Lorena Martin, qui m'aide à préparer cette émission, et d'Olivier Duval, ingénieur du son d'Europe 1. Nous en avons rapporté quelques enregistrements, des sons, comme on dit dans le métier, que je vous proposerai d'écouter dans quelques minutes. C'est beau le Danemark, vous savez, et pour les espèces de galops latins que nous sommes, c'est formidablement dépaysant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Hier, de grands écrivains, d'Andersen à Karen Blixen, l'auteur d'Out of Africa, et puis le philosophe Kierkegaard, évidemment, le sculpteur Thorvaldsen, aujourd'hui de grands noms du cinéma comme Anna Karina et Lars von Trier, ou de la cuisine, comme un des meilleurs chefs du monde, Rasmus Kofoed. Le Danemark ne manque pas de grands noms, mais le fait est qu'en dehors de ça, si l'on met de côté les Vikings et l'alphabet runique, le design certes et la porcelaine Royal Copenhagen, les Français connaissent mal ce petit pays d'Europe du Nord, coincé entre le nord, l'extrême nord de l'Allemagne et la Suède. Eh bien, ils ont tort. Voici en effet un pays discret, à la fois progressiste et traditionnel, toujours prêt à faire avancer la société démocratique et fidèlement attaché à ses racines et à la monarchie qui les incarne. Le film Royal Affair de Nikolai Arcel a décroché plusieurs prix à Berlin et à Cannes. Il nous plonge dans un Danemark totalement inconnu pour nous, le Danemark des Lumières, en 1770, ce qui correspond en France à la fin du règne de Louis XV. On y suit les démêlés amoureux et forcément politiques du jeune roi Christian VII, de son épouse Caroline Mathilde et de l'amant de cette dernière, le médecin allemand du roi Struensee, dont la passion pour les philosophes, et notamment Voltaire et Rousseau, va bouleverser les vieux équilibres de la société danoise. Alors tout à l'heure, je consacrerai mon récit à cette fascinante relation à trois, dont les conséquences ont marqué le Danemark, mais tout de suite, c'est sur place que j'aimerais vous emmener. En effet, pendant notre court séjour dans la capitale danoise, nous avons essayé de retrouver la plupart des lieux qu'avaient connus les protagonistes du film, à commencer par le palais de Christiansborg, très remanié depuis au XIXe siècle, mais qui possède encore ses écuries et son manège du XVIIIe siècle. Nous irons dans le parc de Rosenborg, où l'on trouve encore les tilleuls qu'a connus la reine Caroline Mathilde. Nous nous rendrons aussi aux archives nationales qui possèdent encore pas mal de documents relatifs à la période. Vous allez entendre tout ça dans un instant. Vous l'aurez compris, notre ambition cet après-midi, c'est de vous plonger au cœur de l'histoire danoise, si méconnue en Europe. Copenhague n'est pas très très grande, vous savez, avec ses 500 000 habitants, c'est une ville très maritime qui occupe un site étrange, à cheval sur la côte est de l'île de Zélande et sur toute la petite île d'Amager. On est donc face au détroit d'Øresund, à l'entrée de la mer Baltique. On est à cheval, si vous voulez, entre la mer du Nord et la mer Baltique. C'est donc une ville portuaire dont les anciens docks ont été largement
transformée en zone culturelle et touristique, une ville aérée, joliment pavée, pleine de verdure et de petites boutiques à la fois très pittoresques et assez futuristes. D'un point de vue parisien, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de bobo dans l'ambiance, surtout qu'il y a beaucoup de vélos un peu partout. Il faut dire aussi que c'est très plat, donc c'est facile de circuler à vélo au Danemark. Des canaux pleins de gréements, de vastes places bordées d'architecture néoclassique. Sachez que la ville a été ravagée par un incendie en 1796, puis pilonnée par l'artillerie anglaise en 1807, et donc elle a été en grande partie reconstruite dans le style néoclassique qu'affectionne du reste l'Europe du Nord. Imaginez toutes ces grandes façades à frontons, à pilastres, des façades souvent aux couleurs vives, jaune, bleu, rose. D'ailleurs, comme dans toutes les villes du Nord, un soin très grand a été apporté à tout ce qui peut accrocher la lumière, vous savez, ou est-ce qu'il peut la laisser filtrer. Donc des couleurs sur les façades, de grands vitrages. On voit ces espèces de façades de vitres quand on passe devant les maisons. Et puis, lorsque vient la nuit, et souvent elle tombe assez tôt là-bas, bien sûr, on voit des lumières très fines, des très belles ambiances lumineuses comme on peut le trouver dans toutes ces régions. La lumière est un petit peu plus rare que chez nous à ces latitudes et en même temps, je m'empresse de souligner que pendant notre séjour, il faisait un très beau soleil. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on voyage cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous nous emmenez à Copenhague. Et oui, nous avons commencé notre visite par la place d'Amalienborg, qui est un petit peu le cœur de la capitale danoise, puisque c'est là que réside la famille royale. Rendez-vous donc, grâce au micro d'Olivier Duval, en plein Copenhague. Ce que vous entendez là derrière moi, c'est la relève de la gare devant le palais d'Amalienborg où réside la reine Margrethe II de Danemark. Alors on peut dire que cette monarchie danoise est un mélange de très grande familiarité, de modernité, d'adaptation au monde et en même temps de tradition, de respect impeccable de tout ce qui se fait depuis des siècles. Bonjour Stéphane Löfker. Bonjour. Cette monarchie danoise est très aimée de la population. Est-ce qu'un film comme celui qui vient de sortir et qui est un très grand succès ici au Danemark a réactiver la fibre monarchiste des Danois ? Non, je pense que non, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Depuis 1000 ans, la monarchie, donc la famille royale, reste le corps de l'identité danoise. Donc on n'a pas besoin d'un film pour élargir ce sentiment d'esprit, pour, disons, supporter la famille royale davantage. La famille royale, donc la monarchie, ça reste une partie intégrante de l'identité danoise. On peut dire que ce film a donc plutôt jeté un nouvel éclairage sur la fin du XVIIIe siècle, sur une période troublée de l'histoire du Danemark, avec cette tentative de libéralisation avortée, l'ère Struensee. Je pense que les Danois connaissaient bien cet épisode, mais l'Europe va le découvrir, et la France notamment. Vous pensez que c'est une occasion de faire mieux connaître le Danemark ? Certainement, parce qu'il ne faut pas, même si le Danemark est peut-être loin de la France, il ne faut pas penser que le Danemark était une province éloignée de tout. On avait une cour qui n'était peut-être pas la cour de Versailles, mais quand même une cour bien grande. Et le Danemark-Norvège à l'époque jouait un rôle considérable dans l'histoire de l'Europe. Alors depuis cette place magnifique d'Amalienborg, c'est un peu, pour ceux qui connaissent bien la place Stanislas de Nancy, on est dans un ensemble d'urbanisme extraordinaire du XVIIIe siècle, avec 4 magnifiques hôtels particuliers qui sont en angle de cette place, avec au centre la statue magnifique de Frédéric V, qui est donc l'un des grands monarques de cette histoire danoise. Depuis cette place d'Amalienborg, nous allons circuler dans Copenhague, nous allons aller à la découverte de tous les lieux où ont vécu Christian VII et la reine Caroline Mathilde. C'est un extrait de la bande originale du film Royal Affair. Et on poursuit notre balade dans les rues de Copenhague avec vous, Franck Ferrand. Plus nous nous promenons, Stéphane, et plus je me rends compte que ce que nous découvrons, ce que nous avons sous les yeux, est assez éloigné de ce qu'on voit dans le film. Les décors de l'époque ne sont plus là ? Non, malheureusement pas. Donc le premier palais de Christiansborg, un palais absolument somptueux, a été complètement ravagé par un incendie désastreux en 1794. Donc dans les films, on a essentiellement basé l'histoire sur des décors qui existent donc encore nos jours, par exemple en Allemagne, à Dresde. Et donc, mais qui rendent très très bien Copenhague pendant ce temps-là, donc pendant le temps de Caroline Mathilde et Christian VII.
Nous arrivons dans un parc qui est en plein cœur de Copenhague et au milieu de ce parc, comme un joyau, un château qui date visiblement du milieu du XVIIe siècle. C'était une résidence secondaire au départ ou c'était le château royal principal? C'est Rosenborg. C'est Rosenborg. Non, pas du tout le château primaire, donc la résidence primaire de la famille royale, plutôt un château de plaisance, un pavillon de plaisance construit par presque le père de tout le souverain danois, Christian IV, qui est vraiment le super-héros des souverains danois. C'est le Louis XIV danois. Un petit peu, mais quand même avant Louis XIV. Oui. Mais bon, c'est bien ça. Hein. C'est le même genre de souverain fondateur qui est à l'origine d'un grand nombre des institutions, d'une expansion également du pays. Avec une vie de famille, disons bien, intéressante en même temps. Oui, une vie sensuelle, pleine de rebondissements. Pleine de romances, pleine de maîtresses, une vie pleine d'enfants, avec quand même 23 enfants. Alors aujourd'hui, dans ce château sont exposés un certain nombre des régalias, des trésors de la couronne de Danemark. Et notamment, nous allons voir tous les joyaux de la couronne qui sont exposés ici à Rosenborg. Et puis au premier étage, un certain nombre de salles sont réservées au XVIIIe siècle et on va y découvrir dans un instant quelques portraits de Christian VII, de Caroline Mathilde et de tous ces personnages qui sont au cœur de notre film. Un nouvel extrait sur Europe 1 de la bande originale du film Royal Affair, Franck. Alors oui, effectivement. Alors, vous étiez bercé par la musique. J'étais totalement dans ce film qui, vous allez voir, qui est particulièrement beau et brillant. Nous nous retrouvons dans un instant au Danemark. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur du Danemark cet après-midi avec Franck Ferrand. Nous repartons pour le Danemark. On va remettre le cap sur Copenhague, où nous avons retrouvé l'atmosphère du film Royal Affair dans les écuries, mais aussi dans le théâtre du Palais Royal de Christiansborg. Nous sommes finalement dans ce manège inspiré de l'école espagnole de Vienne, manège 18e absolument magnifique, entouré d'une longue galerie à balustrade. Et nous sommes à l'endroit même où l'on peut dire que la liaison entre la reine et Struensee est devenue plus sérieuse. Ja, men det gamle ridehus her for 1740'erne. Oui, Caroline Mathilde a possiblement souffert d'une dépression. Pour s'en sortir, elle avait besoin d'exercice. Et c'est Struensee qui lui a conseillé les cours d'équitation. C'est ici, dans ce manège, qu'avaient lieu les cours et l'on conserve une de ses selles. La personne qu'on vient d'entendre là, c'est Martin Bronke, qui est le guide officiel du château de Christiansborg. Et nous retournons donc dans cette promenade en compagnie de Stephen Lefker, qui connaît Copenhague mieux que quiconque et qui, vous l'avez compris, parle un français magnifique. Ça nous a été très utile, ça, pendant toute notre visite. Donc nous sommes sortis de cet extraordinaire manège qui fonctionne encore aujourd'hui, qui est utilisé par la famille royale et par tous ceux qui font fonctionner les écuries royales de Copenhague. Et nous sommes en train de faire le tour de la grande cour du château de Christiansborg. Nous sommes passés devant la magnifique entrée qui reste un vestige de l'époque de Christian VII, avec ses deux pavillons sculptés, couverts de couronnes royales dorées, magnifiques. Et puis là, nous réempruntons les coursives qui sont le long, qui sont tout autour de cette grande cour centrale, pour nous approcher du palais lui-même, qui malheureusement a été reconstruit au milieu du 19e siècle avec des pierres venues de tous les coins du royaume et qui permettent de symboliser la participation de l'ensemble du pays à ce qui allait devenir une monarchie constitutionnelle. Et là, nous arrivons maintenant de l'autre côté de cette fameuse cour, dans les écuries elles-mêmes, où sont encore aujourd'hui les chevaux. Alors là, ça sent évidemment l'écurie, c'est extraordinaire. Il y a une petite vingtaine de chevaux de trait, sont les chevaux de trait de la reine Margrethe, dans un décor qui, on peut le dire, Stéphane, est exactement le décor qu'a connu Christian VII et qu'a connu la reine Caroline Mathilde. Parfaitement.
parfaitement. Ça Gargencher, il y a des grosses colonnes de marbre. C'était d'ailleurs le seul endroit au château au premier palais de Christiansborg où on avait le luxe d'utiliser du marbre, parce que quand on n'a pas du marbre dans le sous-sol du Danemark, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc voilà pourquoi il a fallu, gâter un petit peu le cheval, considéré comme le Rolls-Royce à l'époque. On peut dire que ces chevaux sont sans doute les mieux logés du monde dans ces écuries entièrement en marbre. Et toutes les colonnes sont couvertes d'ornements de marbre qui représentent des urnes couvertes et des œufs d'autruche sculptés. C'est absolument magnifique. Petit extrait sur Europe 1 de la BO du film Royal Affair qui sortira au cinéma le 21 novembre. Le succès de ce film est tel ici au Danemark qu'on a organisé une véritable visite thématique autour des lieux qu'ont connus Christian VII et la reine Caroline Mathilde. Et après ces écuries magnifiques, nous sommes dans un théâtre de cour. Alors quand je vous dis théâtre de cour, c'est vraiment tel qu'on peut l'imaginer, de la taille à peu près d'un grand jeu de paume, tout en longueur avec deux balcons. Entièrement décorés de peintures en trompe-l'œil, de grands festons tels qu'on pouvait les faire à l'époque néoclassique, et puis de part et d'autre de la scène, deux immenses loges d'avant-scène, dont une à droite occupée par la famille royale à l'époque. On n'a aucun mal à imaginer la famille royale en train de jouer aux cartes pendant que s'égosillent quelques castrats sur cette magnifique scène. Il faut savoir que le plancher sur lequel nous sommes au parterre du théâtre, ce plancher peut être relevé grâce à des vérins pour transformer la salle en salle de bal. Et alors c'est précisément dans cette salle qu'a lieu le fameux bal masqué. C'est la dernière scène du film en quelque sorte. C'est juste avant l'arrestation de Strunze. Stéphane, c'est ici que ça avait lieu ? Absolument. C'est bien donc la salle même où avait lieu ce bal fameux, où danse Strunze, toute la famille royale, donc la reine, Christian VII, les grands courtisans. Un lieu mouvementé. Un lieu historique. Un lieu historique, parfaitement. Alors j'ai demandé, Caroline, à Henrik Tierlein, qui s'occupe de la communication de Copenhague via l'organisation Wonderful Copenhagen, comment les Danois avaient reçu ce film. Vous savez que ça a été un très très grand succès là-bas, c'est d'ailleurs un succès international. Mais comment est-ce que la population a reçu le film de Nikolai Arcel ? Les Danois connaissaient-ils bien cette période avant le film ? Et est-ce que vous pensez que ce qui vient de se passer va leur donner envie d'en apprendre davantage ? Est-ce que finalement Christian VII, Strunze, la reine Marie-Caroline vont devenir en quelque sorte de nouveaux héros nationaux ? Der er ingen tvivl om, at der er ingen danskere, som ikke husker fra deres skolegang hele den her forfærdelige skandale, der Struensee. Aucun Danois depuis son enfance ne se souvient de cette période de Caroline Mathilde et de Christian VII. Incontestablement, grâce au film, on voit se développer un goût pour cette période. Les gens se rendent au musée national pour voir la hache qui a permis de décapiter Strunze. Toute cette dimension historique du film a développé chez les Danois un regain d'intérêt pour leur propre histoire. Dimension har gjort, at danskerne er blevet meget interesserede i deres egen historie. Comme ça, vous connaissez la fin du film. Dans un instant, je vous raconte l'incroyable destinée du fameux Strunze. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Je vais vous faire un aveu, je ne connaissais pas du tout cette reine Caroline Mathilde avant d'aller voir le très beau film dont nous parlons aujourd'hui, Royal Affair. Et j'avais tort, car c'est un personnage tout à fait étonnant. On l'appelait la Rose anglaise. Et c'est vrai qu'au moment où elle était la sœur du roi George III d'Angleterre, et au moment où elle arrive d'Angleterre pour épouser, elle a 17 ans, le tout jeune roi Christian VII, qui lui-même a à peu près 17 ans, on est le 25 octobre 1766, et bien à l'époque, tout le monde la trouve très jolie. Je vous cite l'avis d'un témoin: de magnifiques cheveux blonds dorés avec des reflets d'argent, nous dit-il, des yeux bleus d'une tendresse exquise, un nez finement arqué, et le teint de blonde le plus délicieux que l'on pût rêver. Alors, certes, tout de même, quand on voit, nous, aujourd'hui, les tableaux qui représentent Caroline Mathilde, on se dit que soit les chroniqueurs avaient envie d'être très aimables avec elle, soit ils n'avaient pas les mêmes goûts. Mais bon, il est possible aussi qu'à 17 ans, elle ait été charmante, et puis après, ça s'est un petit peu gâté. 3 ans après son arrivée, on est donc à l'automne 1769, un chambellan entre dans la chambre de la reine et lui annonce l'arrivée du médecin de la cour. Et il le présente, ce médecin de la cour, Jean-Frédéric Johann Friedrich Strunze.
Il manque pas d'allure en vérité. Il n'est pas vraiment beau ce Strunze, mais il est grand, il est fort, il a un visage très énergique, avec lui aussi un nez busqué, beaucoup de personnalité et une sorte d'énergie qui se dégage de toute sa personne. Or, dites-vous que la reine Caroline Mathilde est une reine malheureuse, car elle n'était pas au Danemark depuis une semaine que son mari se détournait complètement d'elle et déclarait qu'elle ne lui plaisait pas du tout. Il faut dire quand même que ce mari en question est un peu spécial. Le pauvre Christian VII, disons-le, a des absences mentales. C'est une façon très modérée de dire les choses. Il est carrément déséquilibré. Il se lève en pleine séance du Conseil pour faire des déclarations étonnantes. Il a des lubies, des espèces de caprices comme ceux d'un enfant trop nerveux. C'est un drôle de personnage. Il est certain qu'il était épileptique et il semblerait que les crises de plus en plus fréquentes qu'il avaient fini par troubler sa raison. Et puis il faut dire aussi que son père c'était le roi son roi Frédéric V, l'avait élevé dans des conditions qui étaient particulièrement dures, disons-le. Le roi se désintéresse très tôt de la reine, il fait de plus en plus de voyages en Angleterre, en France, on le voit à Londres, on le voit à Paris pour essayer d'échapper à la cour, et puis on ne sait pas trop ce qui lui prend. Au début de 1769, nouveau coup de théâtre, retournement de situation. C'est un retour de flamme en quelque sorte. Il déclare qu'il est le mari de Caroline Mathilde et qu'il va l'aimer, etc. Pourquoi ce revirement ? C'est très difficile à dire. Encore une fois, on est en face de quelqu'un dont le comportement est très difficile à expliquer. Toujours est-il qu'il a rapporté, soit de Paris, soit de Londres, on ne sait pas exactement, une maladie vénérienne, et que la première preuve d'amour qu'il va donner à sa femme, c'est de lui refiler la dite maladie. Il la lui communique sur le champ, et le mal, assez vite, va prendre des proportions suffisamment inquiétantes pour que les médecins se penchent sur le cas, et pour qu'on fasse venir le nouveau médecin de la cour, cet Allemand de 32 ans, qui donc est Jean-Frédéric Strunze. Voilà comment il arrive à la cour. Il est né en 1737, à Halle, en Saxe-Prussienne. Son père était pasteur. Il a été élevé, lui aussi, tout à fait à la dure. Et il a surtout été élevé dans une espèce d'amour de la vérité qui, peu à peu, l'a conduit non seulement à se détourner de Dieu, mais à s'approcher d'une philosophie que nous qualifierions, nous, aujourd'hui, de matérialiste. Il est persuadé, je cite Strunze lui-même, que nos organes produisent seuls la pensée. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de lectures chez Strunze. Il y a Rousseau, il y a tous les philosophes français. On dit que la doctrine qu'il élabore pour le gouvernement, car il est aussi passionné de politique que de médecine, et même sinon plus, cette doctrine ferait penser aux doctrines de Montesquieu. Vous savez, il y a quelque chose de très avancé chez lui. Eh bien, vous comprenez ce qui va se passer entre ce médecin plein d'énergie et cette pauvre épouse délaissée ou pire encore malmenée par son mari, va se nouer une grande relation. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette relation va prendre d'abord un tour singulièrement intellectuel, et que c'est finalement par la voie des livres et par l'attrait des doctrines et des pensées que Strunze va séduire la reine Caroline Mathilde. Ils seront bientôt amants, et devant la déficience mentale de plus en plus avérée du roi Christian VII, va se créer une sorte d'alliance au sein même du pouvoir monarchique danois pour éliminer peu à peu les ministres conservateurs. Le 15 décembre 1770, Strunze, qui est devenu le principal conseiller de la cour, car en même temps qu'il devient l'amant de la reine, il devient l'ami du roi, Strunze obtient le renvoi du chancelier Bernstorff, qui est le plus conservateur des ministres. Christian VII fait une telle confiance à Strunze qu'il va lui permettre de faire un certain nombre de réformes, et des réformes tout à fait marquantes, tout à fait importantes. On le voit au sein du conseil privé, imprimer sa marque. Alors il commence dans un premier temps par, je cite exactement le terme de l'arrêt, afin de rétablir dans sa pureté le pouvoir monarchique tel qu'il a été confié à nos ancêtres par la nation et dans le sens où la nation le leur a donné, eh bien il supprime purement et simplement le fameux conseil privé qui était très conservateur. Et puis alors il va prendre toutes sortes de mesures. Il diminue les impôts, il supprime les privilèges qui paralysaient l'industrie et le commerce, il prévient toutes sortes de famines et de disettes en organisant des systèmes de stockage dans les communes, il abaisse l'aristocratie,
démocratie à chaque fois qu'il le peut et de toutes les manières. Il va réformer la justice, il améliore le sort des paysans en supprimant notamment la corvée. Enfin, vous imaginez bien que dans la haute aristocratie, tout cela ne passe pas. Évidemment, Strunze a contre lui tout ce que l'ancienne cour pouvait compter de grands noms, des grands noms qui vont se réunir autour de la reine douairière, autour de la mère de Christian VII, Julia Maria, et c'est chez elle, le 15 janvier 1772, que se réunit un conseil secret, un conseil qui décide la perte des deux amants. Oh, on va imaginer toute une manipulation. On fabrique une fausse lettre qui témoignerait d'un complot fomenté par Strunze et Caroline Mathilde pour tuer le roi. On va essayer de convaincre le roi qu'ils sont des traîtres et qu'ils en veulent à sa vie. Et le pauvre Christian VII se fera avoir dans cette affaire. Je ne veux pas aller trop loin, car je ne veux pas révéler la fin du film, même si après tout, le problème des films historiques, c'est qu'on en connaît toujours la fin. Franck Ferrand sur Europe 1. L'histoire danoise est au cœur de l'histoire cet après-midi avec Franck Ferrand. Et alors c'est l'heure des rectifications, puisque c'est Michel qui nous fait remarquer par Internet que, d'abord il est très content qu'on fasse une émission sur le Danemark, je suis ravi, mais il nous dit qu'il ne s'agit pas d'un petit pays, puisqu'en vérité il s'agit du plus grand pays d'Europe. Oui, parce que Michel intègre, il a tout à fait raison, en termes de souveraineté, il intègre le Groenland dans le Danemark, car effectivement, si vous ajoutez le Groenland, ça fait un très très grand pays, et le Groenland bénéficie d'un statut d'autonomie, mais il fait effectivement officiellement partie du Danemark. Alors voilà, dont acte, cher Michel. Et puis on pourrait ajouter aussi d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, à l'époque dont nous parlons, il s'agit non seulement du Danemark, mais il faut ajouter la Norvège. Enfin, c'est un très très grand État, effectivement, et d'une puissance considérable. On aura peut-être l'occasion de parler d'un certain nombre de grands souverains danois, notamment de Christian IV, qui est le grand roi du XVIIe siècle danois, et dont le chiffre, quand je dis le chiffre, c'est au sens propre, puisque ses initiales, c'est un C et un 4 arabe, et non pas romain comme chez nous. Le chiffre de Christian IV orne un certain nombre des grands monuments de la capitale danoise. Nous sommes en compagnie de Jérôme Jounot, qui représente en France ce film magnifique, donc Royal Affair. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Vous étiez déjà avec nous au Danemark, nous sommes promenés ensemble à travers les sites. Alors, il faut le dire et le répéter, c'est ce que disait tout à l'heure Stéphane Löfker, c'est que en vérité, les décors tels qu'ils existaient au XVIIIe n'existent pour la plupart quasiment plus aujourd'hui. Oui, et le film a été d'ailleurs en partie tourné en Tchéquie également. Et en Allemagne, enfin dans l'est de l'Allemagne, etc., dans des endroits où il y a encore des monuments qui pourraient évoquer les palais danois de l'époque. Alors, vous me disiez, et c'est vrai pendant l'interruption, vous me disiez, Jérôme Jounot, que évidemment, on est sidéré de voir qu'en 2 ans seulement, ce médecin d'origine allemande, qui est donc l'ami du roi et l'amant de sa femme, si je puis dire, ce médecin incroyable, ce Strunze, va littéralement réformer le Danemark. C'est comme s'il y avait eu la révolution au Danemark, sauf qu'il n'y a pas eu de révolution sinon dans le cabinet du roi. Absolument, c'est impressionnant. Il abolit la censure, il abolit la torture, il accorde la liberté à la presse, qui se retournera contre lui d'ailleurs, à un moment donné. Il réduit l'influence des grands propriétaires terriens, ça vous l'avez évoqué avec l'abaissement de l'aristocratie. Il simplifie l'appareil administratif, il s'attelle à une série de réformes, c'est vraiment impressionnant. Alors, ce ne sera qu'une parenthèse, disons-le, et puis après, en 72, je ne veux pas encore une fois entrer trop dans l'histoire du film, parce qu'il faut garder un minimum de suspense quand même, mais vous avez bien compris que le pauvre Strunze ne va pas aller très loin, on va l'arrêter. Et évidemment, après la fermeture de la parenthèse, il y a un très grand retour en arrière des institutions danoises, il y a une forte réaction, mais néanmoins, il semblerait que tous les acquis de cette courte période ont été, pour le Danemark en particulier, et puis on pourrait dire d'une façon plus générale pour la Scandinavie d'ailleurs, mais en tout cas, ont été le point de départ d'une espèce d'émancipation politique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, tous ces pays sont très à la pointe, très en avance des grandes démocraties occidentales. Et c'est de cette époque-là que ça date finalement. Et ça date aussi principalement de Frédéric VI, le fils de Christian VII, qui en 1784 fait un coup d'État
contre contre sa belle grand-mère, la reine Juliana Maria, et ses conseillers conservateurs, et qui en fait commence à appliquer quelques-unes des réformes initiées par Struensee. Donc Frédéric VI, le fils de Christian VII. Est-ce que ce Frédéric VI, finalement, il s'est inspiré directement de ce qu'avait fait l'ami de sa mère ? Il semblerait que ce soit le cas. Le film évoque une lettre laissée par Caroline Mathilde à l'intention de ses enfants. Je n'ai pas très honnêtement trouvé trace de cette lettre, mais c'est beau cette scène. D'ailleurs. C'est très beau cette scène où le frère et sa demi-sœur, puisque Louise Augusta était la fille de Struensee, tout le démontre aujourd'hui, bien qu'elle ait été reconnue officiellement par le roi Christian VII, qui à mon avis d'ailleurs savait parfaitement la liaison entre son épouse et son ministre, mais c'était probablement les deux seules personnes qu'il aimait véritablement à la cour et qui le considéraient. Donc oui, je crois que Frédéric VI s'est inspiré des réformes initiées par Struensee. Alors Frédéric VI est le fils incontestablement de Christian VII, absolument. Mais vous dites que sa sœur est en fait sa demi-sœur, elle est la fille qu'aurait eue la reine Caroline Mathilde et Struensee. Absolument. Et alors donc elle va avoir des descendants Elle va avoir des descendants. Bizarrement, on peut dire qu'aujourd'hui le futur roi d'Espagne descend de Struensee. Le roi de Suède actuel. Vous dites le futur roi d'Espagne parce que c'est donc le fils du roi Juan Carlos et de la reine Sophie, et c'est par la reine Sophie qu'il descend. Absolument, par la reine Sophie qui descend de Louise Augusta. Si la Grèce était une monarchie, le roi Constantin est également un descendant de Struensee, et la future reine de Suède, Victoria, une Bernadotte, descend également de Struensee. Ce Struensee, est-ce qu'il est vraiment populaire au Danemark ? On a l'impression que le film a quand même fait largement redécouvrir une figure un petit peu oubliée quand même, non ? Oui, j'ai l'impression qu'au Danemark, c'est passé à peu près le même engouement qu'on a eu en France pour Marie-Antoinette il y a quelques années. Voilà, c'est ça. Et c'est intéressant parce que c'est la même époque. Caroline Mathilde est née en 1751, Marie-Antoinette est née en 1755. On est vraiment à une période charnière en Europe, mais on découvre, et je pense que les Danois ont beaucoup apprécié le fait d'être un peu précurseurs, en l'occurrence, 20 ans avant la Révolution française, et en plus, ils ont eu des souverains, si l'on accepte le déséquilibre de Christian VII, la reine Caroline Mathilde était une vraie femme de culture, et c'est ce qui l'a lié, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, à C'est par la culture qu'ils se sont d'abord unis. Alors, il faut dire que le Struensee est interprété par Mads Mikkelsen, qui est un comédien très connu au Danemark. Il commence à être connu hors du Danemark. On va voir pourquoi dans un instant, puisque je vais demander à Bruno Kras de nous parler de ce film et de sa distribution. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sur Europe 1, la symphonie en ré mineur d'Henri-Joseph Rigel. Et nous sommes en ligne avec Bruno Kras qui est à Sarlat. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous entend particulièrement bien, vous êtes en studio, c'est pratique, ça c'est formidable. Oui, et vous savez qu'à Sarlat est présenté Royal Affair et La Chasse, 2 films avec Mads Mikkelsen. Ici. Alors voilà, ce Mads Mikkelsen qui est une gloire vraiment au Danemark, on est en train de le découvrir nous par chez nous. Oui, on le découvre, je pense qu'il a une 40aine d'années, mais d'abord on l'avait découvert, le grand public l'a découvert dans Casino Royale. Eh oui, dans un James Bond. Voilà, où il jouait le chiffre avec cet œil qui pleurait et avec ce physique incroyable qu'il a, un peu mystérieux, bel homme mais avec une beauté assez étrange. Oui, il est en train de monter incroyablement et il a été primé à Cannes par le prix d'interprétation pour La Chasse, où il joue un homme qui est accusé à tort de pédophilie et qui va être broyé par la petite société, la petite communauté danoise qui l'entoure. Alors je ne veux pas vous influencer Bruno, mais ne me dites pas que vous n'avez pas aimé ce film, parce que moi je l'ai adoré, alors dites-moi. Je l'ai vu 2 fois. Bon, c'est bon signe. Et j'ai beaucoup aimé, parce que ce qui m'a frappé en 2 mots, c'est que aujourd'hui, les metteurs en scène, et ce Nicolas Jarcel a énormément de talent, savent respecter la tradition du film en costume,
c'est un homme qui a été fasciné quand il était jeune, Nicolas Jarcel, par Autant n'emporte le vent et les grands films, Le Pont de la Rivière-Quois et les grands films romanesques et lyriques, mais en même temps avec une modernité assez pleine d'acuité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment recommander ce film parce que en même temps vous avez une photo extraordinaire. Au début du film, il faut noter à un moment, il y a le port de Copenhague avec un bateau, on dirait vraiment une peinture tellement la photo est belle. Et en même temps, évidemment, c'est romanesque, mais c'est violent. Aujourd'hui, on sait faire des films en costume d'époque qui n'ont rien de mièvre en fait. Qui n'ont rien de mièvre parce que il y a évidemment on sait très bien qu'à l'époque la violence existait, violence des sentiments, violence physique, mais il y a eu beaucoup dans l'histoire du cinéma de films historiques qui étaient un peu langue de bois où tout était joli, où on tourbillonnait dans les balles et puis c'était tout. Là, on a à la fois le film en costume avec la beauté des balles, de l'apparat du rituel de la cour danoise et à la fois cette finesse de sentiments. Et ce qui m'a frappé, évidemment, c'est l'histoire. Mais pour quelqu'un qui connaîtrait pas l'histoire, c'est que c'est une magnifique histoire d'amour entre ce docteur et cette jeune reine Caroline Mathilde, parce que c'est une histoire d'amour qui naît sur l'intelligence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'un et l'autre découvrent les affinités entre guillemets libérales, ils sont fascinés d'abord intellectuellement l'un par l'autre et en même temps évidemment amoureusement. Mais c'est une histoire d'amour qui est très forte, qui n'est pas mièvre elle non plus. Et ça, le film, l'intelligence du metteur en scène Nicolas Jarcel, c'est de l'avoir bien montré dans le film, cette histoire d'amour qui est bouleversante et à la fois passionnante et forte, pleine d'épaisseur. Restez avec nous, Bruno. Je voudrais vous faire entendre la réponse du scénariste du film auquel nous avons demandé justement quel était, sur quoi il avait fondé son écriture. Je lui ai demandé qu'il nous explique en quelque sorte comment il avait travaillé pour écrire le scénario de ce film Royal Affair. C'est une histoire vraie, une histoire très connue au Danemark. Tous les enfants l'apprennent à l'école. Donc nous avons toujours voulu la transposer à l'écran un jour. Et ce jour est venu. C'est une histoire très danoise. Tous les rois et reines français, anglais sont beaucoup plus connus. Ils viennent de pays plus grands. Mais cette histoire est universelle. C'est sur la liberté. Et je crois que c'est pour ça que les gens l'apprécient dans d'autres pays que le nôtre. On peut effectivement prédire, je pense, un assez bel avenir à ce film en France. Enfin, j'espère que les Français seront sensibles au travail de Rasmus Eisterberg. C'est le nom du co-scénariste du film Royal Affair. Alors, Bruno Kras, je disais à l'instant que, c'est vous d'ailleurs plutôt qui disiez que le film était au moins aussi intéressant quant à son scénario et quant à l'histoire qu'il racontait que pour sa beauté. En fait, on est sur les deux plans, on est dans le domaine des Lumières. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la politique et de l'émancipation sur le plan du scénario. Et puis, toute la finesse de l'image tourne autour de ces lumières du Nord. On a parfois l'impression que c'est tourné en lumière naturelle, d'ailleurs. Oui, et ces Danois sont formidables, parce qu'il y a la lumière, il y a l'élégance du film, il y a les acteurs. La jeune reine, c'est une comédienne de 24 ans, Alicia Vikander, que j'ai découvert il y a 1 an, dans un très beau film qui s'appelle Pure, où elle jouait une jeune fille amoureuse de la musique, qui va vivre une aventure affective bouleversante. Et elle avait eu l'équivalent du César, c'est-à-dire le César suédois de la meilleure actrice à 24 ans pour ce film. Et puis, le roi Christian VII est joué par un jeune homme 28 ans seulement. Moi, je trouve qu'il a une maturité de jeu incroyable. Et qui a un rôle difficile à jouer. Un rôle difficile. Il a été casté parmi plusieurs autres prétendants. Il s'appelle Mikkel Bo-Folsgaard. Il n'a que 28 ans. Il est encore à l'école dramatique du Danemark. Et il y a une pléiade de comédiens excellents. Et je veux juste dire un mot, parce que moi, ça me fascine, le Danemark. Oui, moi aussi. Et je vais vous faire une petite annonce. Il y a une série télévisée qui va démarrer le 22 novembre, lundi prochain sur Arte, qui s'appelle Borgen, où on se retrouve, qui est formidable. C'est un peu un West Wing à la danoise, en fait. Absolument. C'est la 2e saison qui commence, et c'est drôle parce qu'on y parle de politique, on y parle d'une femme importante puisqu'elle est
Premier ministre, des problèmes qu'elle a avec son mari qui est un peu laissé pour compte dans l'histoire, et c'est la politique danoise. Et qu'est-ce que ces Européens du Nord sont inventifs en ce moment au niveau de la création, tant au niveau de la télévision que du cinéma. Et dans bien d'autres domaines, d'ailleurs, il n'est que de se promener dans Copenhague pour s'en rendre compte. Merci beaucoup Bruno Kras et bon séjour à Sarlat. Merci. Alors, Jérôme Jounot, il nous reste vraiment très peu de temps. J'aurais juste aimé savoir ce que va devenir ce roi Christian VII après la fin de l'affaire, après la fermeture de cette parenthèse. Eh bien, malheureusement, après 1772, le pauvre perd totalement la raison. Il est comme perdu. Je crois réellement que les deux seules personnes qui se sont intéressées à lui et auxquelles il s'est réellement attaché sont Struensee et la reine Caroline Mathilde, finalement, qu'il a apprécié. Mais une fois le divorce royal proclamé, une fois Struensee disparu, disons, de la vie du roi, celui-ci va s'abîmer vraiment dans sa schizophrénie, dans sa folie. Il va vraiment perdre toute raison. Et ça, on ne le voit pas dans le film, mais on a envie de dire heureusement, parce que ce qu'on voit est déjà bien assez dur comme ça, mais c'est très beau, c'est très fort. Vous avez compris que nous avons aimé ce film et que nous aimons le Danemark à cette antenne. Dominique nous dit via Facebook qu'elle vient de regarder la bande-annonce sur le site Facebook de l'émission. Donc voilà, vous pouvez voir la bande-annonce. Oh, que ce film me tente, dit-elle. Ben, tant mieux, c'était le but de l'opération. Merci beaucoup à vous, Jérôme Jounot. Merci à vous. Merci à toutes nos équipes, car ça a été une émission, vous avez bien compris, un peu compliquée à réaliser, aussi bien ici qu'au Danemark sur place. Merci à Olivier Duval qui nous a accompagnés, à Lorena Martin qui était avec moi là-bas à Copenhague. Et nous sommes partants pour un nouveau voyage du même genre. Si vous avez des films historiques de premier intérêt à nous proposer, à bientôt.